Poutine, c'est un homme très dangereux, c'est un homme incapable de mesurer la dangerosité de ses décisions. C'est un homme criminel qui mène une action criminelle. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sergei Girnov est un ancien espion du KGB, les services secrets soviétiques. Je l'avais déjà reçu en interview il y a quelques mois pour échanger sur son histoire. Donc l'interview, si vous ne l'avez pas vue, elle est dispo juste là. Et aujourd'hui on va parler forcément du conflit Russie-Ukraine. Et donc dans cette première partie de vidéo, on va essayer de revenir à la base de la base du conflit, qui remonte d'ailleurs à plusieurs dizaines d'années. Actuellement, lors du tournage de cette vidéo, nous sommes le 5 mars 2022, donc il se peut qu'au moment où vous regardez cette vidéo, la situation ait légèrement changé. Mais en tout cas, si cette vidéo te plaît et que c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Et moi je vous dis let's go pour la vidéo. Et donc, pour comprendre la base de la base, quelles sont les raisons de ce conflit? Les raisons de ce conflit, il y en a des raisons officielles qui sont avancées par l'agresseur, qui est la Fédération de Russie, dirigée par Vladimir Poutine. Et il y a des raisons vraies, parce que je considère que les raisons avancées par Vladimir Poutine sont totalement fausses. Il annonce que l'Ukraine est devenue une menace pour la Russie. C'est faux. L'Ukraine est un pays infiniment plus petit que la Russie. Leurs armées ne sont pas comparables. La Russie possède 1 million d'hommes. L'Ukraine ne possède qu'un quart de ce chiffre. La Russie possède un armement nucléaire énorme, plus de 6000 ogives nucléaires. L'Ukraine ne possède aucune. Et donc tout ça, c'est militairement, déjà, ça ne tient pas la route. L'Ukraine ne peut pas représenter la moindre menace pour la Fédération de Russie. Après, Poutine dit qu'il va dénazifier l'Ukraine. Donc il sous-entend que l'Ukraine est devenue un État nazi et que les Russes vont le corriger. C'est totalement faux, même s'il y a des mouvances néo-nazis en Ukraine, mais il y en a aussi en Russie, de la même manière. Pourquoi Poutine ne commencerait à ce moment-là par corriger son propre pays? Donc ça, c'est la deuxième raison qui est fausse. Troisième raison, il s'octroie le droit de venir dans un pays souverain, qui est un pays voisin, pour militairement l'envahir, détruire son économie, détruire ses populations. Il faut bien préciser que malgré tout ce qu'il raconte, qu'il dit qu'il ne bombarde que les cibles militaires, ça aussi c'est faux, parce que les Russes actuellement tuent les civils et bombardent les villes civiles comme Kharkiv, la plus grande ville au nord, au nord-est du pays, comme Lviv, la capitale ukrainienne, ou comme Mariupol et d'autres villes ukrainiennes. Et Lviv, par exemple, à l'ouest de l'Ukraine. Poutine dit qu'il va s'occuper des populations russophones qui souffriraient d'un génocide de la part des Ukrainiens. Là aussi, c'est complètement faux, parce que l'Ukraine, par définition, c'est un pays qui est né après la dislocation de l'Union soviétique. Et quand ce pays faisait partie pendant 70 ans de l'Union soviétique, on apprenait le russe comme la première langue de ce pays. Ça veut dire que tout le pays est russophone. On parle russe, ils comprennent le russe partout en Ukraine. Et ce n'est pas uniquement dans la petite partie à l'est, à la frontière russe, qu'il y a des russophones. Donc ça aussi, c'est complètement faux. Et en plus, Poutine a bombardé la ville de Lviv, qui se trouve à 1000 km de là, à l'autre côté de l'Ukraine, à l'ouest, à la frontière polonaise, où, selon sa propre logique, il n'y a pas de russophone. Donc, tout ça, comme vous voyez, c'est complètement faux. Tout est faux. Et encore, Poutine avance une autre raison. Il dit que l'Ukraine, il ne veut pas que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN, parce que soi-disant, pour lui, ça représentait une menace. Parce que l'OTAN va déployer sur le sol ukrainien des armes qui menaceraient la Russie. Là aussi, c'est faux, parce que l'OTAN, c'est un organisme qui se compose de 30 pays. Pour que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, il faut que les 30 pays le votent. C'est très difficile, parce qu'il faut avoir un consensus. Un consensus est difficile à atteindre, parce qu'il y a plusieurs pays qui ne veulent pas. Donc, de toute façon, ce n'était pas quelque chose qui était prévu dans les médias, peut-être dans 10, 20, 30 ans, mais d'ici là, on avait le temps. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que Poutine ne veut pas dire, ou
et semble ne pas comprendre, c'est que l'organisation de l'OTAN, c'est une organisation militaire des 30 pays qui voulait se défendre de la menace soviétique, de la menace stalinienne. Staline voulait envahir l'Europe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en libérant un certain nombre de pays de l'Europe de l'Est, tels la Bulgarie, Pologne, Roumanie, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, l'Allemagne. Il a instauré dans ces pays les régimes communistes, dictatoriaux. Et il avait envie, il avait le but de conquérir toute l'Europe. Surtout qu'il avait des bases, il y avait la possibilité pour lui de s'installer en Europe. En France, à cette époque-là, il y avait un parti communiste qui était très important, très puissant, dirigé par Maurice Thorez, secrétaire général. En Italie, il y avait un parti communiste très important, très puissant, dirigé par Togliatti. Et donc tout ça, ça faisait très peur aux populations européennes. Et donc après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont décidé de rompre le lien qui les reliait pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'on était alliés, la France, l'Angleterre, les États-Unis et l'Union soviétique étaient alliés pour mener la lutte contre les nazis. Mais une fois lorsque cette lutte était terminée, on est devenus des pays normaux et donc chacun avec ses propres intérêts. Et la France, l'Angleterre, les États-Unis ont dit on a peur maintenant de Staline parce qu'il a acquis une puissance militaire très importante pendant cette guerre et maintenant il nous menace à la place de Hitler. Et donc on va créer un organisme qui va permettre aux pays européens de se défendre. C'est comme ça qu'en 1949 a été créée l'organisation de l'accord Atlantique Nord, donc l'OTAN. Et quand Poutine dit que c'est un organisme agresseur, il ment parce que cet organisme n'a jamais mené la moindre opération contre la Russie ou l'Union soviétique. Il n'y a eu jamais un seul soldat avec les armes à la main qui menacerait la sécurité ni de l'Union soviétique ni de la Russie. Donc tout ça, ce sont des mensonges. En plus, si vous voulez, on pourrait imaginer d'autres buts pour cette guerre. Je sais pas, la conquête de territoire, qui est souvent le but des guerres. Pour cette guerre, ça ne marche pas, parce que la Russie possède déjà 17,5 millions de kilomètres carrés. C'est un État le plus vaste d'Eurasie, et non seulement c'est un État énorme, et en plus, la Russie ne sait pas développer son propre territoire. Il y a beaucoup d'endroits en Russie qui sont sous-développés, où il n'y a pas de route, où il y a des bâtiments qui datent du siècle dernier, ou même du siècle d'avant, qui tombent en ruine. Il y a les communications qui ne sont pas remplacées. Donc la Russie, c'est un pays très inefficace qui gère très très mal déjà son propre territoire. Et on ne voit pas pourquoi il lui faudrait encore du territoire pour s'enrichir. Donc ça, c'est faux. On peut imaginer un autre but. Souvent, les guerres, c'est pour conquérir les richesses, pour prendre les richesses d'un autre État et en profiter à sa place. Ça non plus, la Russie n'a pas besoin parce que c'est un des plus riches pays au niveau de ressources naturelles. La Russie, on dit communément que la Russie possède tout le tableau Mendeleïev que vous étudiez à l'école, le tableau avec tous les éléments chimiques. En Russie, on peut trouver tous les éléments chimiques du tableau Mendeleïev. Et surtout, on peut trouver en grande profusion du gaz. La Russie possède les plus grandes ou très importants gisements du gaz, de pétrole, de diamants, d'or, de platine, de bois, etc. etc. Donc c'est un pays extrêmement riche, qui ne sait pas d'ailleurs, à juste titre, exploiter ses richesses, mais en tout cas, il n'a pas besoin d'autres richesses qui viendraient d'Ukraine. Donc ça non plus, ça n'a aucun sens. Et donc quand on analyse tout ça, donc on comprend qu'en fait, toutes les raisons données par Poutine officiellement et toutes les raisons qu'on pourrait imaginer pour une guerre habituellement ne marchent pas pour cette guerre. Alors, on analyse cette situation et on se dit, mais alors pourquoi elle est là? Et donc, la raison que moi je peux vous annoncer, c'est mon analyse, c'est mon point de vue. Après, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, mais je vous donne des arguments et les clés de lecture de cette analyse. Et après, vous pouvez réfléchir si j'ai raison ou pas. Donc, je vous dis que, par exemple, Vladimir Poutine, comme dirigeant de la Russie, est venu par le passé
lors des élections présidentielles en Ukraine à 2 reprises. Il est venu dans ce pays. Il est venu avec un certain Yanukovych. Yanukovych, c'est un Ukrainien qui vient de l'Est de l'Ukraine, donc plutôt des régions qui ont tendance à coopérer avec la Russie et à employer le russe comme langue principale. Et ce Yanukovych était très proche de Poutine. Et Poutine voulait qu'il soit le président ukrainien. Donc la première fois, il a présenté. Il faut bien comprendre qu'un président d'un pays voisin vient chez vous et dit « Je veux que vous élisiez cette personne ». Est-ce que toi, par exemple, Gaël, tu imagines qu'un président des États-Unis vienne en France pour te dire quel président les Français doivent élire? Tu imagines que si Joe Biden ou Donald Trump venaient en France en disant élisez Marine Le Pen ou Éric Zemmour ou François Hollande ou Emmanuel Macron, les Français lui diront, mais j'ose même pas dire ce que les Français lui diront. Ils lui diront une très très grossière phrase, en gros, ce ne sont pas tes oignons. Nous, on est assez intelligents et on est souverains pour élire nos propres présidents. Et donc les Ukrainiens ont dit la même chose à Poutine. Ils ont dit, ce ne sont pas tes oignons, Vladimir, rentre chez toi et nous, on décide nous-mêmes qui va être président ou pas. Et donc ils n'ont pas élu ce foutu Yanukovych. Mais Poutine l'a très mal pris. Il a pris ça comme un revers politique et géopolitique. Donc, une fois d'après, il est revenu encore, il a présenté encore la même personne. Et cette fois-ci, ça a marché, parce que les Ukrainiens n'étaient pas très contents du président qu'il avait élu. Et donc, ils ont élu ce foutu Yanukovych. Sauf qu'en 2014, en 2013-2014, ils ont commencé à se poser la question parce qu'ils se sont aperçus que la politique que ce président menait en Ukraine était plutôt dans les intérêts de Russie et non pas dans les intérêts des Ukrainiens. Et donc, ils ont décidé de faire la révolution. Ils sont sortis dans la rue, ils ont fait les manifestations. Le pouvoir de Yanukovych a employé de la force, y compris, ils ont tiré dans la foule avec les balles réelles, ils ont tué des gens. Les gens, à ce moment-là, ont répondu à ça. Donc, il y a eu la révolution, y compris avec des pertes humaines, et les Ukrainiens ont gagné cette révolution et ont chassé ce Yanukovych qui est parti et qui s'est retranché en Russie chez Poutine, son maître. Et donc, Poutine, à 2 reprises, a été mis devant un échec géopolitique et politique par les Ukrainiens. Et il leur a gardé de la rancune. Et la rancune chez Poutine, elle est tenace. C'est un personnage qui est psychorigide, ça veut dire qu'il n'aime pas qu'on fasse quelque chose qui ne lui plaît pas. Et donc, quand il n'aime pas ça, il a tendance à employer la force. Et donc, il a décidé, tôt ou tard, d'employer la force. Donc, il a envahi l'Ukraine militairement. Il a reconnu les 2 enclaves russophones, selon lui, à l'est de l'Ukraine, à Lugansk et à Donetsk, comme des États à part entière. Il a annexé la Crimée, la presqu'île de Crimée qui appartenait à l'Ukraine. Donc, tout ça, c'est la violation de la Charte des Nations Unies. C'est un crime international. C'est parce qu'il a violé aussi la souveraineté d'un État voisin dont il s'est emparé des terres. Et les Nations Unies, donc déjà il y a le secrétaire général des Nations Unies, qui est l'organisation qui englobe tous les États du monde, ils sont réunis à New York, au siège de cette organisation, et il y a le secrétaire général des Nations Unies qui a dit à Poutine qu'il a violé la charte, qu'il a commis un crime et qu'il a violé la souveraineté de l'Ukraine. Après, il y a eu la réunion du Conseil de sécurité. C'est un organisme qui gère les Nations Unies tous les jours, en permanence. Il y a eu un vote, il y a 15 États qui sont représentés au Conseil de sécurité et 5 États qui possédaient en 1900, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, des armes importantes. On les appelle les membres permanents ou les membres fondateurs du Conseil de sécurité. Ces pays sont les États-Unis, l'Angleterre, la France, la Russie et la Chine. Et chacun de ces États, parmi les 15 États qui sont dans le Conseil de sécurité, possède ce qu'on appelle le droit de veto. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'opposer
à n'importe quelle décision du Conseil de sécurité. Et donc, ce Conseil de sécurité, à l'initiative des États-Unis, a proposé de condamner la guerre que Poutine mène à l'Ukraine. Il y a 11 pays qui sont prononcés pour, il y a 3 pays qui se sont abstenus, la Chine, l'Inde et encore un autre, je ne m'en souviens plus lequel. Et qu'est-ce qui s'est passé en dernier? La Russie a utilisé son droit de vote, de veto. La Russie a utilisé son droit de veto, c'est-à-dire qu'elle a dit, moi je vote non, et ce non bloque complètement cette décision. Parce que si le droit de veto est employé, cette décision ne peut pas passer, même si la majorité de ce Conseil est pour. Il suffit d'un seul État qui possède le droit de veto pour bloquer ces décisions. Et donc, les autres pays n'étaient pas contents parce qu'ils étaient persuadés que la Russie est un pays agresseur, un pays criminel, et donc il fallait le condamner. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait pour détourner ce blocage russe? Ils ont convoqué une assemblée générale des Nations Unies. Une assemblée générale, d'habitude, est convoquée une fois par an au mois de septembre. Ça s'appelle une assemblée générale ordinaire. Et là, ils ont convoqué une assemblée générale extraordinaire. Ça veut dire qu'elle peut être convoquée à n'importe quel moment, puisqu'il y a une question qu'ils demandent, il y a une question urgente et importante. Donc, il y a les représentants de tous les pays. Il y en a 192 pays aux Nations Unies. Donc, ils se sont réunis aux Nations Unies à New York. Et ils ont revoté la même résolution parce qu'à l'Assemblée générale, il n'y a pas de droit de veto. Donc il y a juste le vote de chaque pays. Et il y a 146 pays qui ont voté pour condamner cette guerre de Russie contre l'Ukraine. Et donc cette décision a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies. L'Assemblée générale, c'est l'organe le plus haut qui gère les Nations Unies. Donc voilà, tout ça, ça nous prouve que finalement cette guerre, c'est une guerre injuste, parce que l'Ukraine ne représentait absolument aucun danger pour la Russie. C'est une guerre fausse, parce que toutes les raisons que je vous ai énumérées, données par Poutine, sont fausses ou mensongères. Et la seule raison à ce moment-là qui, pour moi, est valable, c'est que Poutine se venge de l'Ukraine, qui est devenue un pays démocratique, un pays libre, un pays indépendant, un pays dans lequel démocratie fonctionne parce que eux, ils organisent des élections pour changer leur président. Ils ont déjà eu 5 présidents, tandis qu'en Russie, depuis 22 ans, c'est toujours la même personne qui est là parce que même la parenthèse de Dmitry Medvedev qui est passée entre différents mandats de Poutine, c'est de la rigolade parce que Dmitry Medvedev, c'était un clown qui a été posé par Poutine sur le siège du président pendant 4 ans, juste pour détourner les restrictions de la constitution russe. Et donc, si vous voulez, l'Ukraine renvoyait à Poutine aussi une très mauvaise image de lui-même et donnait aux Russes un bon exemple comment un pays devrait normalement se comporter. Ça ne veut pas dire qu'en Ukraine tout va bien. Ça ne veut pas dire qu'en Ukraine il n'y a pas de problème. Le problème, il y en a. Comme je vous ai dit, il y a des néo-nazis, un tout petit peu, mais en Russie, il y en a aussi. Il y a de la corruption, mais en Russie, il y a 10 fois plus de corruption. Il y a des problèmes économiques, mais en Russie, il y a 10 fois plus de problèmes économiques. Il y a tout un tas de choses qui étaient mal, peut-être, mais de toute façon, ça ne méritait absolument pas une guerre. Et de toute façon, la guerre, comme un moyen de régler les problèmes, est absolument refusée par la communauté internationale, comme dans notre vie. Ça veut dire que, par exemple, quand vous allez à l'école, quand tu vas à l'école, quand tu vas au collège, au lycée, si tu as un différend avec un camarade ou une camarade, tu ne vas pas te battre avec cette personne. Tu ne vas pas la tuer, cette personne. Parce que c'est impossible, c'est un crime, c'est pas normal. Vous allez vous rencontrer, vous allez parler. Si vous n'arrivez pas à parler, vous pouvez vous adresser à un médiateur qui va organiser la rencontre et être entre vous pour trouver une issue. Mais de toute façon, la force, c'est toujours la plus mauvaise solution. Et la force létale, c'est la raison criminelle. Donc si on emploie ça, on va en prison. Donc voilà. Et entre les États, c'est la même chose. Et Poutine ne veut pas comprendre ça. Donc il s'octroie le droit de décider. Et en plus, il dit, je ne veux pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, je ne veux pas que ça.
Mais de quel droit de quel droit il va se mêler des affaires des autres? C'est eux qui décident. Et ils ont parfaitement le droit de décider comment vivre dans leur propre pays. Et il n'a pas à leur dire comment, il n'a pas à exiger d'eux de rentrer dans telle ou telle organisation ou de sortir de telle ou telle organisation. Donc tout ça prouve que Poutine, c'est un homme très dangereux, c'est un homme criminel qui mène une action criminelle. Eh bien, c'est la fin de cette interview. Un grand merci à Sergueï pour nous avoir décrypté ce conflit. Rendez-vous très bientôt pour la deuxième partie où l'on va parler vraiment d'une potentielle troisième guerre mondiale et de jusqu'à où Poutine pourra aller. Et donc, rendez-vous très bientôt pour cette prochaine vidéo. Et en tout cas, si cette vidéo t'a plu et que c'est pas déjà fait, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.